Bonsoir, vous êtes sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop. On espère tant bien que mal que vous avez tout de même passé une journée plutôt normale, j'ai envie de vous dire. Une pensée à tous les disparus dans le cadre de la Covid-19 et aussi dans ces incendies maintenant qui ont ravagé le pays énormément. La Kabylie qui a perdu beaucoup de ses habitants, beaucoup de citoyens, citoyennes algériennes ont perdu la vie. On parle aujourd'hui de plus de 150, 160, 170 personnes. Les vrais chiffres vont arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, car vous savez que malheureusement en Algérie, il est très très compliqué. Le système des statistiques n'existe pas, donc il est toujours compliqué de recenser notamment les disparus dans le cadre de ces tragédies. 53 militaires et sans compter la faune et la flore qui a été victime de ces incendies. Depuis plus de 8 jours, ce sont des bébés, des nourrissons, des enfants qui ont perdu la vie, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, des grands-parents, des grands-pères, des femmes et des hommes qui ont péri dans des incendies qui ne sont pas terminés. On en verra quelques images tout à l'heure, puisque hier encore à Khenchela, ça a continué de brûler. Une semaine, je vous le disais hier, de folie, puisqu'un autre drame est arrivé jeudi dernier. Donc, le jeune Jamel Ben Smaïn a perdu la vie, assassiné lâchement. C'était jeudi 12 août, alors qu'il se rendait donc en Kabylie auprès de ses frères et sœurs pour combattre les feux. Il était artiste dans l'âme, et puis c'était quelqu'un qui aimait donc et qui voulait se donner aux autres. Ce drame, cette tragédie, ce meurtre atroce a eu lieu à Larvan, à Thiérathen, précisément. Des questions se posent et un vrai débat a suscité les réseaux sociaux maintenant, mais aussi les médias internationaux. Après avoir été lynchés, la police, ni la gendarmerie, ni la BRI viendront le récupérer, l'extirper de cette foule. Comment et pourquoi lui a été suspecté et comment la foule était au courant de son arrestation. Une pensée aussi à son papa qui a véhiculé un vrai message d'amour, rassembleur et de paix. On a eu le plaisir de l'écouter hier. Vraiment, ça a été vraiment une vraie leçon d'humanité et d'union dans cette Algérie. Je vous le rappelle, toujours unie, car pour faire face à cette pandémie et pour faire face à ces incendies, c'est une Algérie qui vient au secours des régions les plus touchées et ce, aux quatre coins du pays. Au sommaire ce soir, nous reviendrons sur la situation au pays, nous rendrons hommage à la solidarité puisque c'est elle aujourd'hui qui est la cheville ouvrière, c'est elle qui est vecteur de cette Algérie unie. Nous évoquerons les incendies qui ont ravagé le nord du pays, je vous le disais, énormément la Kabylie. On tentera de comprendre les causes précises de ces incendies. Il y en a eu plus de 70 qui sont partis simultanément. On en verra quelques images tout à l'heure. Ce sont des images qui, depuis plusieurs jours, font aussi la une des réseaux sociaux, mais qui créent la colère et l'incompréhension. Vous verrez que le départ de ces feux est très scénarisé. Qui a pu se passer aussi? Qu'est-ce qui se cache précisément derrière la disparition tragique de Jamel Ben Smaïn? Des suspects ont été arrêtés et présentés il y a à peine 48 heures. Ils ont été présentés devant une conférence de presse. Des questions se posent sur la présomption d'innocence et l'instruction judiciaire ou encore le secret de l'enquête. Rebondissement, puisque la Sûreté nationale a récupéré le téléphone du défunt Jamel Ben Smaïn. 25 suspects ont été arrêtés. Une partie ont été entendus et encore une fois, le MAC est remis en cause dans ces incendies et dans l'assassinat de Jamel Ben Smaïn. Les suspects ont été entendus, ils ont évoqué et cité notamment le MAC dans le cadre de leur audition. On se souvient, il faut se le rappeler tout de même, parce que c'est pour ça aujourd'hui que les Algériens et les Algériennes se posent des questions. On se souvient en mars dernier où les autorités avaient mis en scène cette affaire, le fameux Abou Dahdah, appelé communément Dahdour, prétendant se servir du MAC notamment pour mettre l'Algérie à feu et à sang. Après son interrogatoire, Abou Dahdah avait affirmé appartenir au MAC, alors que le MAC est un mouvement politique, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais qui a toujours revendiqué ses idées dans le pacifisme total depuis sa création. Les autorités qui, depuis ces derniers temps maintenant, évoquent le mouvement Rachad par exemple, indirectement le Maroc ou encore souvent
Le MAC, plusieurs questions se posent aussi. Les autorités sont-elles, c'est les questions que je vais vous poser, messieurs sur le plateau et mes invités dans quelques instants. Plusieurs questions se posent. Les autorités sont-elles en train de récupérer cette tragédie, ce massacre qu'a subi donc Jamel Ben Smaïn et tenter de lui donner une autre raison liée à des mouvements politiques comme le MAC par exemple? Pourquoi, encore une fois, ces mouvements sont-ils remis en cause? Les autorités tentent-elles de toucher et de mettre fin à cette union? Des commissions d'enquête aussi, une affaire scénarisée peut-être et diffusée en grande pompe dans les médias, servent-elles d'arbres qui cachent la forêt? Est-ce que cela est pour dissuader, empêcher le retour des contestations populaires? C'est l'essentiel, c'est le quotidien des Algériens et des Algériennes, ce sont leurs revendications, comme la crise sanitaire, la pauvreté, les haragas aujourd'hui. Il y en a de plus en plus, le chômage, le pouvoir d'achat, la santé, la gestion et l'organisation de la rentrée scolaire. Maintenant, qui arrive très vite. On essaiera aussi, si on a le temps, d'évoquer cette chaîne de télé, l'INA TV, qui est très peu connue, mais qui hier a été stoppée, coupée dans sa diffusion pour des raisons d'agrément et de conformité. Mais combien de chaînes? C'est la question aussi qu'on se pose. Ont-elles l'agrément en Algérie? Est-ce réellement la raison principale? Avant d'accueillir mes invités sur ces quelques portraits, ces quelques images que nous avons encore aujourd'hui mis à jour, rendons hommage aux victimes de ces incendies. Algérie, 2 points, c'est le titre de l'émission, le voici, dissuasion, diversion et terrorisme. On va rendre hommage à tous ces disparus qui ont perdu la vue dans le cadre de ces incendies, mais on parlera aussi, encore une fois, ce rebondissement derrière cette affaire, derrière la disparition tragique de Jamel Ben Smaïn, puisque, encore une fois, on se pose des questions sur toute cette scénarisation et puis ces intervenants qui, je vous le disais tout à l'heure, font appel encore à des mouvements politiques qui ont été remis en question, comme le MAC par exemple, sur ce qu'on a pu entendre aujourd'hui sur le plateau. Hassan Hiresh, analyste politique, docteur en sciences économiques. Bonsoir Hassan Hiresh. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vos invités.
psychologue, militant politique, Anis Al-Qama, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je passe le salut à tous les Algériens et je passe le salut bien sûr à mon ami Hersh. Observateur politique, Adel Djeba, bonsoir Adel Djeba. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Un coucou à Hassan et à votre invité dont j'ai déjà oublié le nom parce que je commence à être un peu amnésique. Je profite de cette occasion parce que j'ai une grande colère, une grande tristesse pour présenter mes plus sincères condoléances aux disparus, aux familles. Vous avez cité tout à l'heure des êtres humains, la faune et la flore. Je citerai des animaux aussi qui ont péri dans ces sinistres incendies. Je compatis avec tout le monde et je suis profondément attristé par cette situation. La faune et la flore, hein, les végétaux et les animaux, merci. Mais vous allez en parler dans quelques instants. On va commencer par ce point-là. Normalement, on devrait avoir l'association Farsan El Khair d'Algérie avec son représentant et on devrait avoir une très grande association en région parisienne qui s'appelle l'association franco-kabyle de Champigny qui fait un énorme travail maintenant depuis plusieurs jours. J'aurai le plaisir d'avoir sa présidente Samia Kachir dans quelques instants. Messieurs, bien sûr, on va commencer par ce point-là. Comme chaque soir, vous l'avez aussi souhaité, un hommage à ces victimes, à ces disparus. Il y a la Covid et puis une vraie tragédie, ces incendies. Je le dis tous les soirs, mais on ne peut pas ne pas le dire. Ce qui tue, ce n'est pas spécialement la Covid, c'est comment on la prépare depuis 2 ans. Et ce qui tue, ce n'est pas spécialement les incendies, mais par exemple, pourquoi il n'y a pas eu de réaction rapide? Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre vendredi dernier pour recevoir 2 Canadair français? Pourquoi est-ce que le chef de l'État n'a pas pris tout de suite la décision d'accepter l'aide internationale? Et puis une question très simple. Pourquoi n'y a-t-il pas de Canadair en Algérie? Donc peut-être un hommage, Hassan Hersh, sur cette semaine et ses victimes. Oui, je suis profondément attristé, profondément choqué, malheureux. Et je voudrais transmettre mes plus sincères et mes plus attristées condoléances à toutes les familles des personnes qui ont été calcinées dans cette tragédie des incendies. Évidemment, à toute la famille de Djamel Ben Smaïl, à toutes les victimes sans aucune exception, bien évidemment, aux blessés aussi, qui sont en train de souffrir et peut-être des blessures à vie pour un certain nombre d'entre eux. Évidemment, c'est une grande tragédie. Les pertes sont incommensurables. Des pertes humaines, des pertes économiques, le cheptel domestique, la faune, la flore, comme vous l'avez signalé, et des écosystèmes qui étaient là. Et donc, en fait, c'est non seulement toute l'Algérie, mais surtout le bassin méditerranéen qui en prend un coup avec cette tragédie. Et on voit d'ailleurs que ça s'est propagé vers l'est du pays. Et pour le moment, ce n'est pas du tout terminé. Ce qui est un scandale, c'est ce que vous avez signalé. On ne comprend pas la mollesse de la réaction des pouvoirs publics. Ça ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas... la mollesse ou l'irresponsabilité? L'irresponsabilité totale, bien sûr qu'il y a avec cette mollesse. 500 mètres de l'huile sur le feu, excusez-moi du jeu de mots, mais pourquoi est-ce que, notamment, qu'il n'y ait pas une décision rapide pour faire venir cette aide internationale alors qu'il y a des victimes, il y a des vies en Algérie qui sont en jeu? La ville de Marseille a proposé immédiatement son aide avec tous ses moyens. Et Dieu sait qu'ils ont l'habitude, qu'ils ont l'expérience, qu'ils ont des spécialistes, qu'ils ont des Canadair, etc. L'Europe, la France, le Maroc lui-même. Il faut arrêter les pseudo-chamailleries idéologiques, machin, etc. Il faut prendre tout ce qui peut venir aider l'Algérie. C'est un moment justement de réconciliation possible, de tisser des liens à la fois géopolitiques, géoculturels, géostratégiques, etc. Ça aurait pu être un mal pour un bien. Et moi, je ne comprends pas du tout comment ça se fait que notre président ne dise pas vraiment des mots absolument forts pour ressouder le peuple algérien, pour la confiance, et qu'il nous dise qu'il a besoin de ce peuple. À aucun moment,
Il nous dit, écoutez, peuple algérien, je veux votre aide, je veux votre soutien, etc. Il se contente du soutien de la DGSI, tantôt la DGSN, des bagarres entre eux, etc. De certains clans, de quel clan sera le plus fort, etc. De quel général éventuellement ira le soutenir. Mais ce n'est plus soutenable. Ce n'est plus soutenable. L'Algérie est dans une impasse totale. On ne voudrait pas vivre ce qu'a vécu et ce que vit encore un pays comme la Syrie qui était aussi sur refus d'un président têtu d'écouter son peuple. On a vécu la même chose en Irak, la même chose en Libye, etc. C'est insupportable. L'heure est venue de retisser les liens et d'élaborer, d'annoncer des mesures de changement, comme l'a demandé le Hirak depuis maintenant plus de 2 ans. On va en parler longuement, Mais c'est juste terminé. Ouais, vous allez avoir le temps d'évoquer tous ces sujets. Inacceptable du Hirak, avec son lot de prisonniers, la gestion lamentable, totalement lamentable de cette pandémie avec son lot de malades, de décès, de défunts, etc. Enfin, cette gestion de l'assassinat on va avoir vraiment le temps, croyez-moi. Ce n'est pas possible. Ouais, vous allez, ça, c'est parce vraiment qu'il faut qu'on parle justement des magouilles des services. Oui, vous allez avoir le temps. On essaiera de comprendre de quelle Algérie nouvelle. C'est le slogan du président. Attend vraiment les Algériens. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui a fait mal, c'est d'avoir attendu comme ça plusieurs jours avant de recevoir cette aide internationale. Et puis, il ne faut pas oublier que la veille de ces incendies, Abdelmadjid Tebboune s'est donné en interview pendant, je crois, 1h40, 1h45, où il a brassé un certain nombre de thématiques, une très courte intervention sur ce qui touche l'Algérie depuis des mois. Et c'était l'actualité avant les incendies, ce qu'est la Covid, alors que le lendemain ou le surlendemain, notamment le mardi, nous ne l'avons pas entendu, alors que des Algériens auraient souhaité une intervention, comme on aurait pu l'entendre dans d'autres pays, une intervention digne de soi pour aider le peuple algérien. Une réaction, Anis El Khama, un hommage aussi sur cette semaine douloureuse qu'on est en train de vivre. On peut que se recueillir humblement sur l'âme des défunts. Malheureusement, le décompte macabre ne cesse d'augmenter. Je pense que, sans redire ce qu'a dit M. Herich, c'est que la question est celle des... tout d'abord, bien sûr, il faut se recueillir et de parler de nos concitoyens qui sont morts dans ces incendies-là, mais c'est aussi de resituer l'ensemble de la tragédie globalement. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à prendre un peu de recul et de voir qu'en réalité, la mort de M. Ben Smaïl, de Jamal Ben Smaïl, de notre frère, paix à son âme, la rahmou, n'est qu'une conséquence de cela. Et ça, il faut le souligner, parce qu'il ne faut pas voir les choses de manière séparée. La foule en délire, les personnes qui étaient hors d'elles lors de cet incident-là malheureux, le sont parce que ces incendies n'ont pas été gérés comme il faut. Il y a eu une gabegie totale de la part du régime. Il y a eu plus qu'une inconséquence, plus que des erreurs, mais franchement, un abandon des populations. Comme vous l'avez dit aussi, c'est un problème à la fois de prévention, mais à la fois de prise en charge. Bien sûr que Marseille avait proposé ses Canadair, mais le Maroc aussi. Et c'est là où on voit les priorités de ce régime criminel. Les priorités, ce n'est pas celle de sauver les citoyens. Je comprends qu'il y ait des considérations politiques, géopolitiques, liées à l'histoire aussi des pays limitrophes, et l'histoire en commun qu'on a avec la France et d'autres pays. Mais lorsqu'il est question de vie humaine, normalement, toutes ces questions-là sont en suspens, et on se dit, OK, on arrête 5 minutes ces considérations-là politiques et géopolitiques et historiques, et la vie humaine prime. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Turquie. Tous les pays limitrophes, et on connaît bien les conflits entre la Turquie et la Grèce liés à l'histoire, et la Turquie et l'Europe aussi, tout ça a été mis derrière, sous le tapis, pour sauver des vies, pour faire prévaloir les valeurs humanistes qui normalement devraient prévaloir dans tous les pays lorsqu'il y a des catastrophes comme celle-ci. Et par la suite, ensuite, lorsque tout est comment dire, apaisé, tout est sous contrôle, on revient à la gestion et entre autres à la politique. Et par rapport à Ben Smaïl, je voudrais revenir vers ça.
sa mort terrible, sa mort horrible, et aussi la réaction de son père et de sa famille, et devrait nous donner énormément à réfléchir, à tous les Algériens, et surtout devrait faire taire ce régime politique qui pousse à la division et tous ceux qui poussent à la division dans notre pays. Car on a vu une humilité immense, une dignité immense, digne des plus grands de ce monde, digne de Gandhi, digne de Martin Luther King. J'ai tout de suite parlé spontanément sur les réseaux sociaux, j'ai dit il faut donner un prix Nobel à cette personne-là. Elle le mérite amplement, en tout cas elle mérite tout notre respect. Et si Gaïd Salah c'est Babahum, comme ils l'appellent, si c'est leur père, si c'est leur papa, comme l'appellent les gens qui soutiennent le régime, ben nous, notre papa, c'est le père de Ben Smaïl, parce qu'il nous a unis, il a fermé les portes de la division, il a fermé les portes devant tous les aventuriers, quels qu'ils soient en Algérie, quel que soit leur bord politique, il a fermé la porte devant la division et la fitna, comme on l'appelle, et on le remercie. Moi, je tiens vraiment à lui rendre un vibrant hommage, ainsi qu'à son frère. Il s'est exprimé, je vais finir sur ça, hier ou ce matin, dans lequel il a déclaré, avec une immense dignité, si je n'avais pas l'enterrement de mon frère, je serais à Tizi Ouzou en train d'aider mes frères. Donc il n'y a aucune rancune dans leur cœur, au contraire, il y a l'amour du pays incarné en une famille. Restez avec nous, vous allez réagir juste derrière. Je voudrais aussi donner la parole, bien sûr, à Adel Djebbar qui est avec nous ce soir. Juste pour vous dire que le 22 août, à Paris, place de la République, place de la Nation, il y a une marche, 13h, place de la République, une marche qui part quelques minutes après, pour la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Eh bien voilà, vous avez l'affiche. Je termine juste, Hassan Harash. Voilà, vous avez l'affiche notamment qui est à l'écran sur cette marche. J'aurai le plaisir de vous la diffuser juste derrière. Hassan Harash, une minute, vous allez avoir le temps puisque c'est au tour de Adel Djebbar. Juste compléter ce que vient de dire Anis, qui est très émouvant, très fort. J'aimerais franchement, symboliquement, que se rencontrent Nordin Ben Smaïl et Khalid Germah, parce que ces deux pères-là ont tenu exactement le même langage. Alors le père de Khaled Germah, Massinissa Germah a été assassiné par les gendarmes au sein de la gendarmerie en 2001, Khalid Germah a tenu exactement les mêmes propos que M. Ben Smaïl. J'aimerais bien que symboliquement ils se rencontrent. Une très belle symbolique, effectivement. Alors, dans un instant, je vais donner la parole à Adel Djebbar. Les feux continuent en Algérie. C'était hier à Khenchla. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! وامرأته حمالة الحطب في جلدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت ابتداء بالذهب. الله أكبر. أنا عنه ما يكسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. الله أكبر الله أكبر. Voilà, c'était hier à Khenchla et encore une fois, vous l'avez vu sur ces images, le peuple, il est tard,
ça brûle, c'est pas un film, c'est réel. Eh bien, le peuple, encore une fois, il est seul. Et ça, c'est ça la tragédie. C'est ça qui est important. Et c'est ça que les Algériens ne comprennent pas. Et c'est ça que le monde ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'un peuple est livré à lui-même pour essayer, avec des bassines d'eau, des mugs, tenter d'éteindre un feu comme celui-là. Et c'est ce qui se passe malheureusement en Algérie. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, on ne comprend pas. Adel Djebbal avec nous, observateur politique. Bonsoir une nouvelle fois. Bonsoir Chaban, rebonsoir à vos invités. Donc ce qui est choquant, ce ne sont Alors, pas les flammes. Oui. Non, peut-être, vous me le disiez aussi tout à l'heure, peut-être un hommage aussi sur ce peuple, ces victimes. Vous leur rendiez hommage aussi tout à l'heure. Et puis, effectivement, quand vous voyez que ça brûle encore hier et que le peuple est seul, je ne vous pose pas la question, vous connaissant, mais je pense que vous êtes en colère. Je suis profondément en colère, je suis très attristé devant cette tragédie. Ce qui me choque le plus, ce ne sont pas les incendies. Les incendies sont, comment dirais-je, c'est des accidents qui peuvent arriver n'importe où, dans les maisons, dans la forêt, dans une voiture. Ce qui me frustre, c'est de voir cette irresponsabilité, ce comportement quasi criminel des pouvoirs publics qui sont censés protéger ce peuple-là. On a vu dans les incendies de Kabylie, parce qu'elles ont été très médiatisées par rapport aux autres, des villageois qui étaient en train de lutter contre le feu avec des branches dans les mains, avec des petits seaux d'eau, avec des verres comme vous, ou des bouteilles comme vous le disiez. Ce qui m'avait surpris aussi, c'est le fait que les feux ont démarré simultanément au milieu des montagnes pour aller vers le haut, là où il y a une concentration démographique et où se trouvent les villages. On dirait que c'est des actes qui sont délibérément criminels pour aller entourer, piéger de pauvres habitants dans leur village et les calciner. C'est carrément de la crémation. Je ne dis pas, parce que je n'ai pas de preuves pour accuser qui que ce soit, mais le fait qu'il y ait cette négligence criminelle, il faut se poser des questions. Vous posiez la question sur le fait que l'Algérie n'a pas de Canadair. Moi, je me souviens du temps du colonel Hebri, ils ont préféré acheter des hélicoptères, qui fut un scandale de corruption majeure au sein des sapeurs-pompiers ou du corps des sapeurs-pompiers. Ils les ont achetés à partir d'Italie. On ne les a pas vus, ces hélicos-là, qui bombardiaient d'eau au détriment des Canadair, sous prétexte que les Canadair seraient inopérants ou pas opérationnels en Algérie, compte tenu de la cartographie que nous avons, compte tenu du fait que ces Canadair ne peuvent pas s'approvisionner en eau dans des lacs ou dans des fleuves qui ne sont pas disponibles ou qui sont à sec en Algérie. Mais la démonstration vient d'être faite par la France qui a envoyé des Canadair. Ils ont opéré pendant 2 ou 3 jours et ils sont rentrés chez eux. Je rebondirai aussi sur le fait que vous disiez pourquoi les autorités algériennes, les autorités illégitimes algériennes n'ont pas accepté les aides. Vous savez que les 2 Canadair qui sont venus de France, ce n'est pas les Algériens qui les ont demandés. Ce sont des citoyens qui sont avec vous à Paris, qui ont appelé les Élysées pour implorer l'aide de la France. Et Tebboune n'a jamais demandé. C'est une décision unilatérale de la présidence française, de Macron en personne, qui a imposé ces Canadair. Sinon, pourquoi ils auraient refusé les 5 Canadair qui devaient être mis à leur disposition par la ville de Marseille? Pourquoi ont-ils refusé? Ils n'ont même pas répondu à l'offre qui leur a été faite par le Maroc, parce que ça obéissait à un plan. Il fallait continuer encore dans leur entêtement à politiser cette question des incendies, pour dire que c'est une main étrangère, pour dire que c'est le Maroc, pour dire que c'est le MAC qui est supporté par le Maroc, pour dire c'est la chaîne, etc. Et on a vu, quand ils ont arrêté comment dirais-je, les figurants qui ont dépassé leur rôle dans l'assassinat horrible de Jemal Ben Smaïn, il dit qu'ils les ont attrapés du côté de la frontière ouest.
aller vers le Maroc pour demander refuge et abri là-bas. Et donc, c'est un complot qui est organisé par les spécialistes des coups tordus que nous connaissons depuis 1962. Ils sont en train de vouloir polariser, cristalliser les Algériens sur un faux débat pour dire que c'est la main de l'étranger, c'est le Maroc, c'est Israël, c'est ceci, c'est On va y revenir dans le détail, Adel Djebar, effectivement, derrière cette enquête. Maintenant, ces commissions d'enquête qui sont lancées d'une certaine manière, hein, puisque il y a 48 heures, certains suspects arrêtés ont été dévoilés comme ça en conférence de presse. Donc, il y a un débat, l'instruction judiciaire, la présomption d'innocence. Et puis, d'autres ont été arrêtés. Ils ont été entendus en remettant en cause notamment le MAC. Mais on va y revenir dans quelques instants. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo. C'est la numéro 2. En parlant des feux, vous allez voir, on l'a diffusé hier, mais il était important qu'on la diffuse encore ce soir. Vous allez voir ces feux. Alors normalement, c'est du côté de Béjaïa, à Toudja. En simultané, il y a plusieurs feux qui naissent et qui sortent de terre. Je le disais hier, soyez attentifs à la 50e seconde, comment le feu prend d'un coup, avec des flammes qui montent en hauteur, comme si c'était, vous savez, ce genre de produit qu'on utilise voilà, pour allumer un barbecue, par exemple. Rapidement, ça provoque donc un embrasement et ça brûle tout de suite. Observez bien aussi la disposition des différents points de feu, de départ de feu, avec ces fumées qui d'ailleurs malheureusement créent une sorte d'esthétisme et de spectacle en pleine Kabylie. دوس السمطة الناس دوس السمطة ما بطلت لايك دوس على الناس السمطة لا عايش اللي كان فيها ترى ما يفعل السمطة في المدرسة ولاش الشون فاكي ميم الشون ولاش لا ما نفهم في مساقيت شعلن وحبس والله ما فهميت والله ما نفهم دون دي زوندالوا ديفيرون. Voilà, sur ces images, où, comme le dit d'ailleurs le villageois, hein, il y a des points différents, espacés de quelques mètres. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est, voilà, regardez comment d'ailleurs c'est aligné, avec peut-être, bon, j'y suis pas, on n'y est pas allé, mais avec des espaces relativement identiques. Et là, voilà, 50e seconde, regardez comment ça prend d'un coup. Et les autres, malheureusement, prendront par la suite. Et c'est un endroit, vous l'avez vu, hein, totalement, ce sont des endroits totalement isolés, avec des espaces bien précis. Et c'est vraiment ça qui fait polémique, c'est pourquoi ces feux sont partis notamment d'une telle manière. Question qui se pose, je vous le disais tout à l'heure, messieurs, on n'a pas de preuves, bien sûr. Le ministre de l'Intérieur a donc dit clairement que ce sont des feux criminels. Il a aussi parlé, si je ne me trompe pas, de plusieurs feux partis simultanément. Quand vous voyez ces images, quand vous voyez cette Kabylie en énormément, il y a aussi Djidjel qui a brûlé, etc. Quelle analyse vous faites? La manière dont ça prend feu est visiblement orchestrée. Ça, c'est très clair. On voit très bien, effectivement, cet alignement de départ de feu avec exactement la même configuration à chaque fois. On a l'impression que c'est exactement le même procédé ou peut-être le même produit. Je ne suis pas pompier, je ne suis pas un spécialiste, mais j'observe, comme vous, comme les téléspectateurs, comme l'avait d'ailleurs signalé Adel Djebar, on voit qu'il y a une main criminelle qui a disposé un dispositif, qui a mis un dispositif en feu, et ça a pris après des proportions incalculables. Il est évident que si le pouvoir lui-même reconnaît que c'est criminel, c'est qu'un clan de chez eux est peut-être impliqué parce qu'ils ne peuvent pas, avant même enquête, avant même que des pompiers se rendent sur place, fassent un constat, regardent exactement de quoi il en retourne, ils ont fait cette déclaration. Ça veut dire donc qu'ils ont eu vent, ils ont eu des informations. C'est vrai que c'est intéressant. Je vous gardez la parole, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur, rapidement,
a annoncé des faits criminels sans aucune enquête d'ailleurs, hein, sans aucune analyse sur place, sans aucune enquête. Et c'est vrai que c'est pertinent. Hein, ça me rappelle l'assassinat de Matoub Lounes. Avant même, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes après son assassinat, on déclare tout de suite les islamistes ont tué Matoub Lounes. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de cacher ou de s'attaquer à un clan. C'est une bagarre entre eux. Peut-être qu'on est en train de payer. Et on voit d'ailleurs effectivement que malheureusement, pour notre pays, que... Le peuple a payé, hein, plus de 160 Ce que nous payons, cette guerre ou cette guerre de clans, d'officiers supérieurs, de procureurs généraux, de juges, etc., qui s'invectivent les uns les autres, qui se menacent les uns les autres, et nous, on paye. Et à chaque fois, on utilise la Kabylie justement pour régler leurs comptes. Ça a été le cas du temps de Zeroual avec l'assassinat de Matoub, ça a été le cas en 2001, ça a été aussi la même politique depuis Cap Sigli avec Boumediene, avec le fameux parachutage d'armes pour dire que voilà, la Kabylie veut s'armer, etc. Le faux parachutage. Cette affaire absolument scabreuse et scandaleuse. Et toutes les affaires qu'on a vues ces dernières années, l'assassinat de Kamaldin Frare, Boudiaf, de l'assassinat de Boudiaf, il y a des assassinats comme ça, dont on dit que ça y est, on va faire une enquête, etc., dont on n'a jamais vu les résultats. Ils annoncent l'enquête, mais des années après, on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé. Et la mise en scène médiatique, de dire que c'est le MAC ou c'est le Maroc, là je reprends aussi les paroles d'Adel Djebbar, avec plaisir, parce que je me retrouve complètement dans ce qu'il dit. Quand on présente des gens comme ça, devant les médias, c'est que c'est une orchestration. On va juste terminer notamment sur les feux. On y revient, c'est vraiment la thématique derrière. Bah, oui. Allez-y, mais c'est vraiment la thématique derrière. Quand vous voyez ces feux, effectivement, d'ailleurs c'est intéressant ce que disait Hassan Helaj, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui a donc jugé ces feux criminels, mais avant toute enquête. Alors je rappelle aux téléspectateurs, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent, mais qui ne sont pas spécialement algériennes, que ce n'est pas seulement à cet endroit. La Kabylie entière donc a été ravagée avec des feux qui sont partis en même temps, notamment 50, 60, 70. Donc ce que vous avez vu sur ces images, c'est une toute petite partie. Donc ces feux, votre point de vue. Et juste derrière, on évoquera la thématique suivante, effectivement l'orchestration ou pas. Enfin, comment se passe cette commission d'enquête? Et est-ce qu'une commission d'enquête est-elle possible en Algérie? Par rapport aux feux, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui font poser question, qui laissent perplexes. On parlait de minimum 50 à 70 départs de feu simultanés, c'est même le Premier ministre qui l'avait déclaré à la télé. Moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas savoir ce qu'il en est. Il y a eu aussi, pour être tout à fait juste, des départs de feu simultanés dans d'autres pays en Méditerranée. Ça pourrait être lié aussi au réchauffement climatique. Par contre, ce que je reproche, c'est qu'il n'y ait pas de spécialistes qui tranchent. C'est-à-dire qu'on n'a pas des personnes, c'est le culte de l'opacité, c'est-à-dire il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de personnes qui viennent expliquer. C'est-à-dire en dehors de tout cela, il n'y a pas de personnes qui viennent expliquer à un spécialiste en météorologie, ou en tout cas, j'en ai pas vu. C'est même pas expliqué, qu'il soit missionné. Déjà, missionné, voilà, parce que si on veut parler d'enquête, oui, c'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse en amont. Oui. C'est pas que ensuite en aval. Il faut que les spécialistes soient missionnés. En amont, il y ait un groupe en moins de spécialistes et qui ne se déplacent pas que en Kabylie, mais aussi à Djidjil, à Annaba, etc. Il faudrait que les maires des localités concernées participent aux enquêtes. Absolument, facilite, participe aux enquêtes, laisse les personnes aller sur place. Malheureusement pour nous, on n'a jamais eu ce souci-là de minutie ou de clarté. Au contraire, je dirais même que le fait de laisser les personnes dans cette opacité et dans cette ambiance-là de fake news, je ne sais pas si vous le sentez vous-même, mais il y a un climat lourd. Sur les réseaux sociaux, tout le monde suspecte tout le monde. Et ça a participé aussi à la mort du pauvre Ben Smaïl, parce que il y a des machinations, il y a des personnes qui disent on a vu une voiture blanche sans matricule. Ensuite, c'est vraiment un climat de suspicion extrême qui rappelle aussi les années 90, qui rappelle la décennie noire et qui est directement lié au climat que imprime le régime politique dans sa gestion, qui est une gestion chaotique et
aux opposés de la transparence et de la clarté. Il y a aussi autre chose, c'est que quand bien même ces feux-là seraient spontanés, si on découvre un jour que c'est spontané, la responsabilité incombe, et je l'ai dit ici la dernière fois et je le répète, la responsabilité totale incombe au régime du fait de ne pas avoir de Canadair, de ne pas avoir de matériel, que la protection civile fait partie des corps de sécurité les moins bien payés. Ils avaient fait même, l'année dernière, ils avaient fait il y a quelques mois, des grèves pour pouvoir exiger d'être mieux payés, d'être mieux pris en charge, d'avoir des habits décents, des bottes pour pouvoir faire leur travail. Ils préfèrent allouer ces ressources-là à d'autres choses au lieu d'acheter des Canadair. Je reviens sur ce qui a été dit. Le fait de dire que les Canadair ne sont pas opérants en Afrique du Nord est totalement faux. On l'a vu avec les Canadair français. Mais même avant cela, le fait qu'ils aient parlé des amphibiens russes, donc il y a un type de Canadair russe, ils ont passé commande, soi-disant dans les années 70, par rapport à des amphibiens russes. Et le site MENA Défense en parle, qui est un site spécialisé sur tout ce qui est protection civile et défense. Il y a même un livre qui s'appelle Arab Défense quelque chose, écrit par un Américain, qui signale qu'il y a eu achat dans les années 70 de 2 Canadair type amphibien russes, mais qui n'ont jamais été montrés ni jamais été utilisés. Donc c'est possible qu'il y ait eu un détournement par rapport à ça. Ça, c'est une question. Maintenant, la seconde question, et je vais juste terminer sur ça, c'est que pourquoi, à partir des années 70, il n'y a pas eu d'audit par rapport à ce genre de choses, il n'y a pas eu d'audit fait par rapport aux moyens, aux matériaux en notre possession pour pouvoir lutter contre les incendies. Donc dans tous les cas pour moi, le régime est responsable de tous ces morts. Effectivement, c'est toutes les expressions qu'on a pu, supposons que ces feux soient naturels, mais c'est vrai qu'encore une fois, la responsabilité de venir en aide et de mettre les moyens en Algérie, c'est très, très compliqué. Et les Algériens, à chaque fois, doivent subvenir à leurs propres besoins. Adel Djebba, je vais vous proposer aussi de réagir un peu sur ces feux, sur la cause de ces feux. Et dans un deuxième temps, on évoquera effectivement cette affaire autour de l'assassinat de Jamel Ben Smaïn, avoir un peu votre avis sur comment vous voyez cette affaire, est-ce qu'elle est orchestrée, aussi comment un peu est géré les suspects, comment s'expriment-ils, et puis on viendra aussi un peu, encore une fois, sur ce côté terrorisme qui revient, le MAC, parfois c'est Rachad, parfois c'est le Maroc. Mais pour commencer, Adel Djebba, votre réaction sur la cause de ces feux? Bon, au moment où on se parle, personne n'est capable d'affirmer avec exactitude l'origine de ces feux. On est d'accord. Il est évident que tout le monde sache que la principale raison d'un incendie, c'est l'homme. Que vous soyez à la maison à cause d'une prise, à cause d'une cuisinière que vous n'avez pas éteinte, d'un briquet, d'un mégot, etc. C'est toujours à l'origine une main de l'humain qui le fait. Maintenant, est-ce que c'est de la pyromanie, donc c'est volontaire? Et moi, je suis de ceux qui croient aux incendies volontaires, en grande partie et particulièrement en Kabylie, parce qu'il y a des éléments probants. Moi, quand je fais des lectures politiques, dans un régime aussi opaque, aussi criminel que celui qui sévit en Algérie depuis 1962, je ne vais pas faire de l'isométrie. Je ne nage pas en surface, je descends, je fais de la bathymétrie, des lectures où sont planqués tous les requins qui sont en train de gérer en sous-main ce pays-là et qui n'apparaissent pas du tout. Ce qui me fait dire ça, c'est la simultanéité des déclarations de tous les bandits, à commencer par le premier d'entre eux, Kitbol, le mythomane, son premier sinistre, le directeur des forêts de Tizi Ouzou, je ne sais pas trop qui encore, qui ont tout de suite dit c'est une main étrangère, c'est criminel, nous le savons, il y a des ennemis, il y a ceci et cela. Donc c'est quand même surprenant que tout le monde soit d'accord sur une cause dont personne ne connaît les raisons. Et puis ils ont donné ça à leur merdia de service, à leur télépoubelle, à leur journaleux à dessous pour propager cette information-là et mettre dans la tête des Algériens, parce qu'ils
continuent à croire que les Algériens sont des imbéciles comme eux, pour leur faire croire que c'est les Marocains, et puis en filigrane, c'est le MAC, c'est un mouvement terroriste, et puis ensuite, c'est Rachid, etc. etc. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que ils ont laissé des gens mourir. Ce n'est pas la première fois. Les Algériens sont en train de mourir de misère, de maladie, de non-prise en charge, de manque d'oxygène. Ce n'est pas le Covid qui est en train de tuer en Algérie, c'est le manque d'oxygène, le manque de prise en charge. Et leur sinistre des mouroirs, comme moi je l'appelle, avait dit « Nous sommes tenus de mentir parce que nous sommes en guerre ». Je rappelle qu'ils sont en guerre contre le peuple algérien. Ils ne sont pas en guerre contre le sous-développement, contre la misère, contre les feux, contre la malvie, etc. Ils sont en guerre contre l'Algérie. Donc, ils passent tout leur temps à mentir. Quelqu'un qui vous ment le matin, il ne va pas venir vous raconter la vérité le soir. Vous ne le croirez absolument jamais. Maintenant, autre chose de très important que j'ai remarqué moi-même, c'est cette propension de ce régime criminel, de cette politique criminelle à vouloir faire de l'ethnicisation politique. On a mis le feu en Kabylie, puis ils voulaient provoquer un autre incendie majeur en Kabylie. C'est pour emmener le reste de l'Algérie à se mettre en guerre contre la Kabylie. Malheureusement pour eux, la réaction du peuple algérien a été formidable et la réaction du père de la victime, a été extraordinaire. Donc, au lieu de trouver du kérosène chez les Algériens, ils ont trouvé des tanks pleins d'eau pour éteindre cette fitna et cette discorde qui, pour moi, est programmée. C'est le travail des services de renseignement, entre guillemets, parce qu'ils ne se renseignent que sur les pauvres Algériens qui sont dans les réseaux sociaux, ou les gens qui ont une opinion, ou les gens qui disent quelque chose que Kedboun et Shingriha n'aiment pas. Ça c'est des bandits, ils sont là, ils s'en foutent royalement. N'oubliez pas une chose de très importante. Moi, je l'ai dit dans une vidéo que j'avais diffusée le 6 mai, j'ai imploré les Algériens pour leur dire « Attention, ne laissez pas nos frères kabyles tout seuls après le 13 juin. » Ils n'ont pas voté. Vous n'allez pas voter, ils vont faire voter 2 personnes pour faire passer leur simulacre de législative ou d'assemblée croupiant, et puis ils vont châtier la Kabylie, ils vont la mutiler, ils n'iront pas avec le dos de la cuillère. Malheureusement, cela s'est produit. Aujourd'hui, c'est le feu, demain, ils risquent de les empoisonner pour les faire disparaître. Moi, ce régime-là, je n'ai absolument aucune confiance en lui, je ne le crois pas, je me mettrai toujours à dire ce que je pense de lui parce qu'il est profondément criminel. Dernier point, n'oubliez pas une chose, c'est que les 2 plus grands génocidaires des années 90 sont rentrés dans le cockpit. C'est eux qui sont dans la cabine de pilotage en train de gérer en sous-main une armée de généraux croupiants est en train de faire de l'Algérie un enfer. Adel Djebbal, restez avec nous parce que bon, il reste encore du temps. On va diffuser une image, vous allez réagir, hein, messieurs, tous les 3. C'est important de réagir là-dessus. Alors, on ne sait pas pourquoi et comment. Vous allez voir ici, notamment, le Wali. Si je ne me trompe pas, c'est Aïn Delfa qui, voilà, vous allez voir le geste. On a le papa de Jamel Ben Smaïn ici. Et on essaye d'en parler juste derrière. Donc, le papa de Jamel Ben Smaïn, donc c'est le papa de ce jeune qui a malheureusement été assassiné lâchement à l'Arvan Athialathen jeudi soir. Voilà, c'est un geste. Voilà. Alors messieurs, je sais pas, on ne sait pas quoi dire, mais c'est particulier quand même. Alors est-ce que c'est pour des raisons de cadre? Bon, enfin, on ne va pas polémiquer, mais c'est vrai que c'est un geste qui aujourd'hui, oui, Anis El-Khamma, vous pourrez réagir alors une minute parce que c'est totalement scandaleux. C'est à vomir. Même si c'était pour le cadre, même si on sait que c'est une personne qui vient de vivre un drame. On ne réagit pas avec lui de cette manière, de manière hautaine, en repoussant. Franchement, je ne trouve pas les mots, c'est scandaleux.
Je ne saurais pas comment expliquer ce genre de geste parce que moi j'ai une âme, moi j'ai un cœur. Donc quand bien même ce serait mon ennemi qui vient de perdre son fils, je ne réagirais pas avec lui de cette manière. Donc je condamne fermement ce geste ignoble. Hassan Harej, quand vous voyez ce... C'est vrai que là, on a le papa, encore une fois, humble, d'ailleurs, qui retire d'une certaine manière vraiment son bras. Bon, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, mais réaction. Non. Ce qui est sûr, c'est pourquoi on appelle M. Ben Ismail. Pourquoi on essaye de l'utiliser alors qu'il a fait des discours clairs. Il a fait des discours clairs. Il a appelé justement à en finir avec la discorde. Au contraire, il a appelé à l'apaisement, il a appelé à la concorde, etc. Donc on essaye par tous les moyens de l'utiliser. C'est absolument scandaleux. Il doit faire son deuil, il doit être dans le recueillement, etc. Moi, franchement, je trouve que si vraiment il y avait un miracle, demain l'Algérie est indépendante, c'est M. Ben Ismail qui serait président de la République. En tout cas, il a eu un très beau message. C'est M. Ben Ismail, justement, qui donne un autre visage à notre pays, un visage humain à notre pays. Et franchement, je suis totalement ému de le voir comme ça, debout, appeler les Algériens, appeler à la fraternité, avoir des paroles justes. Voilà. Moi, ça me rappelle effectivement Khalid Germah en 2001. Et c'est très important de le souligner parce que ça veut dire que quand même le peuple algérien ne se laisse pas berner par des criminels, par des gens qui veulent vraiment en découdre avec la société. Là, on est vraiment en face de l'État contre la société algérienne. Je vous le disais, la Kabylie est énormément touchée par ces incendies qui ont ravagé la Kabylie à plusieurs endroits. Place à la solidarité, vous allez voir quelques images. Le plaisir d'accueillir une femme extraordinaire, formidable, que je connais, qui maintenant travaille depuis plusieurs années, d'abord notamment avec son association tous les dimanches, préparation de couscous, qui est remis à tout le monde, notamment dans sa ville, dans le Val-de-Marne de Champigny. Et là maintenant, depuis une semaine, du matin au soir, récolter des dons. Voilà ce que dit Samia Kachir, qui est avec nous, association franco-kabyle de Champigny. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Dans l'association, on se sentait obligé d'agir, pas simplement parce qu'on est kabyle, c'est avant tout une action humanitaire face à des événements terribles. Samia Kachir, bonsoir. Bonsoir, Azul Flawen. Azul Flem, bonsoir Samia Kachir. Bon, nous on se connaît très bien, vraiment, j'admire énormément ce que vous faites. J'ai beaucoup de respect pour votre engagement. Vous êtes vraiment corps et âme à essayer d'aider les plus démunis. Peut-être d'abord une réaction. Vous avez aussi de la famille en Algérie, en Kabylie, bien sûr. Quand vous les avez au téléphone, qu'est-ce que vous ressentez Bonjour encore à de Flawen. J'étais en vacances quand j'ai vu le drame qui se passe chez nous en Kabylie. Là, je ne peux pas rester en vacances et j'ai rentré rapidement et pour appeler mes amis qui travaillent avec moi et l'association Tunisée internationale pour faire ce qu'on fait actuellement. Donc mobilisation maintenant depuis plusieurs jours. Vous faites partie de une des associations les plus conséquentes en Île-de-France. D'ailleurs, vous avez été énormément contacté par la presse. Voilà, grâce à la mairie de Champigny, on a un soutien de maire de Champigny, Laurent Jeanne. C'est des leçons oubliées. Sabrina Pchiche qu'on a dérangé à aller en vacances à Lucie. On ne l'a pas laissé tranquille depuis le 9 août jusqu'à aujourd'hui. Là, actuellement, on est dans la salle avec les étudiants de Paris qui nous aident depuis le 9. Tous les jours de 10h à 22h. Malgré on a donné les dates et les heures de 14h à 18h,
tellement il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de donateurs. On commence toujours 10h, 22h. On voit sur les images, alors on connaît, on a quelques éléments, mais quels sont les besoins aujourd'hui, les dons qu'on vous remet? C'est quoi? De la biafine, de la flamazine, des soins pour bébés? Voilà, tout ça, tout ce que vous avez vu sur les images, on a ramassé pas mal, des milliers de tubes de biafine, de l'éprane enfant, des couches, même de l'argent. La solidarité kabyle internationale, je les remercie vraiment. Et oui, c'est important. Vous êtes, bien on l'a compris, hein, vous êtes algérienne, vous êtes kabyle, vous aimez votre région, vous êtes en colère, vous êtes en colère, je pense aussi, vu que le peuple algérien... Allez-y, Samia Kachir, allez-y. Mais je vais remercier tout le monde en Algérie, hein, parce qu'il y a des Algériens, il y a des Kabyles, il y a des Tunisiens, Marocains qui ont participé à cette action. On n'est pas que des Kabyles dedans. Ils sont venus, ils ont donné des bras, de l'argent, des médicaments, des vêtements, soit les Algériens ou Marocains, Tunisiens. Samia Kachir, vous me disiez aussi tout à l'heure, c'est que la difficulté, c'est pas spécialement de récupérer des dons, parce que les Algériens, les Français sont aussi, sont généreux, les Kabyles sont généreux, mais c'est la difficulté de les acheminer, de les envoyer. Exactement, c'est ça qui nous a, c'est ça qui est très dur pour nous. On a fait l'autorisation ici à Consulat, on a fait là-bas les associations qui vont recevoir ce qu'on envoie. Ils ont fait aussi ce qu'il faut de là-bas, voilà. Samia Kachir, comment on peut continuer à vous aider? C'est de venir vous voir, de continuer les dons? Oui, il n'y a pas de problème pour les envois. Nous, on va continuer. L'association franco-kabyle de Champigny, elle est là pour vous accueillir avec un grand plaisir. Très bien. Est-ce qu'il y a, question un peu bizarre, mais il faut la poser, est-ce qu'il y a beaucoup d'associations qui donnent, il y a une diaspora très 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 forte qui se mobilise. Est-ce qu'il y a encore des besoins de première nécessité en termes de soins, notamment aussi des besoins de consommation prioritaire en Algérie? Est-ce que la Kabylie, l'Algérie a encore besoin de ces dons? Oui, j'ai eu la directrice d'hôpital de Louza à Bouzguen. Je l'ai appelée, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Elle m'a parlé de Covid. Ils n'ont pas de blouse, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de produits pour le Covid. Je suis triste ce matin quand j'ai entendu ce qui manque. Merci Samia Kachir, merci pour le travail que vous faites. On salue bien évidemment Sabrina Abchiche, qui est maire adjointe et qui fait énormément aussi. Exactement. Merci à vous, merci à toute l'équipe. À très bientôt. À bientôt, Samia Kachir, qui est une femme formidable, vraiment, qui se donne pour le peuple et qui aide au maximum. Messieurs, la thématique suivante, on va revenir sur cette affaire. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, on y adhère, on n'y adhère pas. Le MAK est un mouvement politique, pacifiste depuis sa création. Encore une fois, il est remis en question. On va écouter ce que je propose en régie. On va visionner maintenant la 7 et la 16. Vous voyez, on a tellement de vidéos qu'on est organisé en donnant des numéros. C'est beaucoup plus simple pour nos équipes. On va avoir ici des déclarations et des révélations. Et on se retrouve tout de suite après pour essayer un peu de comprendre comment est menée cette affaire, dans quelles conditions, pourquoi encore le MAK revient dans cette affaire, dans cette enquête. دخلت الماك 2012 دخلني بوعزيز اتش بي كنت زعما طريزون بوعزيز اتش بي مع حسين عزام يعطونا دي زافيش لافيشيوم تاع ابل على مارش مش بارتيسيبي كونغري تاع الزلال هضروا بور الير دونك البريزيدون الير طلع بريزيدون فرحات ومن بعد بوعزيز بريزيدون تاع لا ريجون كبير
بوازي تشبيب كان بريزيدون تاع الماك في الريجيون تاع قبايل كاع. ولاد يحيى خدروش الميليه جيجر مسكون مزرعه نزار يشتري في الشراء كاع حاليا. مع الماك عندي علاقه في فيسبوك داير بروفيل نتاعي. كان كري الفيسبوك نتاعو اسمه محمد امازيغ يكتب على الامازيغيه. قال لي لا تدخل فيه، قال لي واش من نيفو عندك؟ قلت له عندي انا 9. قال لي خويا الاخر نحاولوا كيفاش ندخلوك ومنا. محمد امازيغ بدا معايا كونتاكت في وقت الحيره. بعث لي هذا محمد امازيغ بعث لي ميساج قال لي بالك يزعف عليك مول البرنوس يقصد به فرحات مهني. هما يلبسوا البرنوس الابيض تاع القبايل. قال لي راك تسكن في بوشاوي موقع استراتيجي يعني قريب بالك يمكن لو با قريب من عهد الاجرام قريب من الكوموندمون تاع الجدارميه. دخلت في 2016 انا نعرف بوازي شبيب وسيلة عزام ولوناس حمزي ورشيد انيدر راحت لفرنسا. هادو نعرفهم كي نروح لمارس ولا نروح لوسومبرمون. هادو لوناس حمزي ورشيد تاع المار وهادو تاع كيلوليار. Voilà, on vient d'écouter donc des suspects arrêtés. Alors encore une fois, bien sûr, vous pouvez réagir là-dessus car c'est un peu le fonctionnement de la justice en Algérie, présomption d'innocence, l'instruction, l'enquête aussi, puisque les Algériens demandent aujourd'hui un état de droit, une vraie justice, suspect ou pas suspect. Accusé ou pas accusé, coupable ou pas coupable, le peuple algérien demande une autre justice. Voilà, ça c'est très important. Vous pouvez réagir là-dessus. Ensuite, est-ce qu'on peut faire réellement des commissions d'enquête? Est-ce que les commissions d'enquête existent en Algérie? Vous parliez tout à l'heure notamment de la disparition de Mahatoub, de Boudiaf, entre autres. Et puis, encore une fois, je le disais en introduction, on se souvient de l'affaire Abou Dahdah. Encore une fois, on a comme ça mis scénarisé des suspects et puis toujours la même chose, on revient un peu sur le MAC. Alors le MAC, c'est un mouvement politique qui a maintenant une dizaine d'années, qui a toujours été pacifiste, on n'y adhère pas. Je vous donne juste ce dernier élément et après vous avez la parole tous les trois. On a ce jeune de Djidjel. On sait très bien que le MAC, c'est le mouvement de l'autodétermination de la Kabylie, donc c'est pro-Kabyle. Et on a ce jeune de Djidjel qui est arabophone. Donc voilà, qu'est-ce que vos réactions un peu là-dessus, dans cette affaire, comment elle est menée? Je vais vous dire, c'est vraiment pour moi quelque chose de malheur et bon. Je suis très content qu'ils présentent comme ça des jeunes qui racontent ce que les services ont envie de raconter, parce qu'enfin on donne la preuve aux Algériens que tout ça c'est de la machination, tout ça c'est de l'orchestration, tout ça c'est manipulé, tout ça c'est calculé et calculant, que tout ça c'est vraiment du théâtre, de la foutaise, de la tragédie, hein, et c'est tragicomique. Et les Algériens se souviennent qu'au moins depuis 1980, parce que sans doute qu'il y a eu des autres cas, en 1981, je connais une personne qui a été torturée, qui a été ramenée à la télévision algérienne et pour qu'il lise tout un discours qui aille évidemment dans le sens du pouvoir répressif, du pouvoir dictatorial de l'époque. Et mes souvenirs sont bons aussi dans l'affaire qu'on appelle l'affaire des bombes, l'affaire de Moudjahid et puis la RTA. Ils ont procédé exactement de la même façon. Ils ont ramené des gens qui ont été torturés, abîmés, ça, et ils les ont présentés à la télévision. On leur a demandé de tenir un certain discours en les menaçant, en leur disant que si vous ne tenez pas ce discours, évidemment, vous allez finir votre vie en prison et votre famille, évidemment, va finir aussi leur vie en prison. Donc, on assiste exactement aux mêmes méthodes de Boukhrouba jusqu'à maintenant avec Tebboune. C'est absolument scandaleux. Mais, encore une fois, quelque chose de malheureux et bon. Parce qu'à chaque fois qu'ils sortent des dahdah, des machins comme ça, des personnes, soit des gens complaisants qui sont de petits délinquants, etc., auxquels on va pardonner un certain nombre d'actes pourvu qu'ils tiennent un certain discours, soit de malheureux militants qu'on torture, etc. Donc à chaque fois, les Algériens se rendent compte effectivement que c'est de la manigance. Est-ce que cette affaire
Je pose aussi la question à Anis El Khama et à Adel Djebar. Est-ce que ces commissions d'enquête, ces affaires un peu scénarisées, diffusées en grande pompe sur les médias, est-ce que ça ne sert pas, excusez-moi un peu, si je puis me permettre le jeu de mots, mais est-ce que ça ne sert pas d'un arbre qui cache la forêt, puisque ça permet, enfin en tout cas il y a une tentative de dissuader un peu les Algériens, je le disais tout à l'heure, de les dissuader, par contre, de les empêcher de revenir à l'essentiel, à leurs revendications, la pandémie, la rentrée scolaire, l'emploi, la santé. Est-ce que c'est quelque part... Il y a une politique du chaos, on veut semer la confusion, on veut monter les uns contre les autres, on veut absolument trouver des méthodes qui menacent la stabilité de la société pour pouvoir régner encore davantage, pour pouvoir perdurer, pour pouvoir faire fonctionner ce système ad vitam aeternam. Moi, je vais vous dire, ne serait-ce que par rapport au MAC, on parle du MAC. En 2001, les amis de Farhat Mahanni, que je connais très bien, les amis d'Aït Chebib, dont il parle, que je connais très bien, les amis de Hamou Boumdine, que je connais très bien. Ces gens-là, en 2001, ils ont trouvé, comme par hasard, un dépôt de Kalachnikov à leur portée à Mirabeau, et qui ont été, comme ça, par hasard, lâchés dans un coin où il devait avoir une manifestation. Eh bien, ces gens-là, ils ont ramassé ces Kalachnikov, ils les ont emmenés au commissariat. S'ils voulaient vraiment, s'ils avaient une âme de la fitna, ils auraient gardé ces Kalachnikov-là. Donc, tout ça, c'est absolument du scénario. Je connais les gens dont ils parlent. Moi, si ces gens-là sont criminels, moi, je le suis encore plus. Moi, je les connais, ils ne peuvent même pas faire du mal à une mouche. C'est des gens pacifiques, c'est des gens qui, par enthousiasme, de militantisme, par conviction, ils veulent proposer autre chose à l'Algérie. Ils ont proposé le système démocratique, ça n'a pas marché. Ils ont proposé l'autonomie régionale. L'autonomie d'ailleurs entre 2001 et 2010. Ils ont demandé l'État fédéral, ça n'a pas marché, etc. etc. Juste ça, parce que c'est très important. C'est jusqu'à une troisième partie et j'aimerais vous entendre. Leur idée, ne pas de diviser le peuple algérien. Leur idée, c'est de diviser le territoire algérien pour pouvoir justement mener à bien la démocratie. On aura l'occasion de faire éventuellement peut-être à l'avenir une émission sur la démocratie de proximité. C'est ça leur idée principale. On aura l'occasion peut-être par la suite de faire une émission sur le contenu du MAC, mais l'objectif c'était surtout de dire qu'ils étaient pacifistes et en aucun cas ils doivent être mis en cause, ils l'ont prouvé depuis plusieurs années. Une réaction sur cette enquête, comment elle est menée. Puis je disais tout à l'heure, cette scénarisation, est-ce que ce n'est pas dans le but aussi de dissuader, de faire diversion sur le quotidien des Algériens? C'est ça Je déplore vraiment ce procès-spectacle. C'est vraiment En plus, c'est un spectacle très triste. Morbide. Ils n'en sont pas au premier essai avec la fameuse histoire de Dahdouh, etc. Il faut savoir que sous la torture, on peut faire dire n'importe quoi à des gens. Il y avait un militant qu'on surnomme affectueusement Pion-Pion, qui a été sahhérakiste d'Alger, qui a été emprisonné, qui a été torturé. On voyait même les traces de torture sur son visage, qui a déclaré qu'il était contre d'autres militants, etc., pour créer une division à l'intérieur du Hirak. Donc ça ne m'étonnerait pas que ces personnes-là aient été menacées, etc. Après, quand bien même ils appartiennent au MAC, est-ce que si une personne était militante du RND ou du FLN, elle va faire un crime, est-ce que ça veut dire que le FLN a commandité ce crime? C'est totalement bête comme fonctionnement. On peut être militant du MAC, et commettre des larcins, etc. Et ce n'est pas forcément Farhat Mahanni qui a envoyé une directive pour qu'on aille commettre ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des militants de MAC à l'Erba Natiraten, je ne les connais pas tous les habitants de l'Erba Natiraten, mais même cette logique-là de spectacle, ils auraient dû peut-être leur demander de dire voilà, c'est la direction du MAC qui m'a demandé de tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas kabyle. Donc là, ça aurait été un peu plus... je veux dire, même dans leur délire de spectacle, ils ne sont pas logiques. Et on n'arrive pas à acheter leurs produits-là, stupides. L'incompétence même dans la magouille. Voilà, même dans la magouille, c'est-à-dire même on l'a vu dans le procès de Dahdouh aussi, c'est-à-dire c'est risible, les gens n'arrivent pas, ils sont en train de se discréditer.
Moi, je l'ai dit plusieurs fois ici dans ces émissions-là, je n'ai rien à voir avec Rachad politiquement, je n'ai rien à voir avec le MAC politiquement. Mais si on prouve clairement que des gens de Rachad sont en train de commanditer des attaques et qu'on a des preuves, encore faudrait-il avoir une justice qui apporte les preuves. Qu'il le fasse en nom de Rachad. Oui, et qu'ils le fassent en nom et surtout commanditer en leur nom. Là, on peut dire qu'ils sont terroristes. Et s'il y a des gens qui ont reçu des directives claires de la part de Farhad Mani ou d'autres dirigeants du MAC qui leur disent voilà, allez brûler des choses et qu'on a des preuves conséquentes, là on peut dire qu'ils sont terroristes. Bon, mais jusqu'à maintenant... Je veux bien vous entendre bon, effectivement sur les hypothèses, même si on n'est pas en train de faire l'enquête, mais selon vous, les autorités politiques, c'est quoi leur objectif derrière ça, à chaque fois de scénariser? Leur objectif, Charles Pasqua disait que lorsqu'on a un scandale, il faut créer un scandale dans le scandale pour oublier le premier scandale. Et quand on a un deuxième, il faut recréer encore un scandale dans le scandale dans le scandale. C'est la politique encore une fois, de spectacle lugubre qui sert à occuper l'espace politique. Parce que le hirak et la solidarité surtout, et je tiens à rappeler une chose, et je vais juste finir sur ce point-là rapidement, la solidarité nationale incroyable qu'a vu la Kabylie, les 57 wilayas qui se sont déplacés à Tizi Ouzou, dérange énormément. En plus, la diaspora, bien sûr, on l'a vu avec la personne qui est passée tout à l'heure, tous les noms de la diaspora, dérange énormément le régime parce qu'à un moment donné, c'était le hirak qui occupait l'espace. C'était la solidarité nationale et réellement l'unité nationale qui occupait l'espace. Et ce n'était pas le régime, ce régime politique. Je vous dis non parce que ce dont vous parlez, j'aimerais vraiment vous entendre sur la dernière partie. C'est pour ça que j'essaye un peu, mais c'est normal. Hein, vous avez vos analyses, vous avez vos contenus et vous êtes invité. Merci de votre présence. Mais il y aura une dernière, j'espère, parce que le temps passe vite. Adel Djebal, j'aimerais avoir votre réaction. Vous êtes observateur politique. J'aimerais aussi vous entendre un peu sur les objectifs des autorités politiques, de la direction des inspections, de la police, enfin voilà, en Algérie pour fonctionner de la telle manière dans le cadre d'une enquête, de prendre des suspects, de les scénariser, puis aussi on commence à comprendre que les autorités ont souvent remis sur la table notamment le terrorisme pour peut-être, c'est une question, effrayer les Algériens. J'aimerais bien avoir votre analyse là-dessus. Je vais vous dire une chose. Tout ça, c'est du bouillon pour les morts. Même les morts vont refuser de goûter à ce bouillon infect. On ramène des gens dont le bulbe rachidien est livré à moins 173 et on leur fait dire des choses. Personne ne sait dans quelles conditions, dans quel environnement, qui est en face d'eux en train de les filmer, peut-être même à leur insu, avec un bout de papier qui leur a été écrit pour dire « Moi, je suis triste pour le MAC. Si le MAC a ce genre de militants, c'est extrêmement grave. Il ne pourra pas réaliser sa politique, il ne pourra pas proposer une alternative aux Algériens. C'est du dardouisme. Ce régime incompétent, mythomane et notoirement criminel, et dans le déni le plus total, il est en train de prendre les Algériens pour des imbéciles. Ramener des gens de cette qualité-là, les diffuser sur des chaînes égouts pour essayer d'avoir de la sympathie des Algériens et les diriger sur une fausse piste. Mais ça ne tient plus. Nous sommes au XXIe siècle. C'est l'ère des technologies aujourd'hui. Or, pour seule technologie que nous présente ce régime crapuleux, c'est de nous ramener des gens d'une valeur nulle. Maintenant, pour revenir au MAC, vous voulez mon opinion la plus personnelle. Dans une démocratie, moi je vis dans un pays démocratique. Il y a aujourd'hui au Canada, et depuis les années 60, la révolution tranquille québécoise, il y a un mouvement séparatiste, un mouvement souverainiste. Il n'a jamais pris les armes, il a pris les armes en 70, c'était le Front de libération du Québec, puis ça s'est réglé. Je ne comprends pas pourquoi le MAC, qui a des idées politiques, comme le FIS, comme Hamas, comme n'importe qui, le RND, etc., ne peut pas s'exprimer. Ces gens qu'on nous a présentés à la télé, ils ont le droit d'avoir des opinions politiques. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. C'est pas Taboul ou Shengriha qui vont leur imposer leur manière de faire de la politique. Chacun est libre. C'est ça ce que nous exigeons et nous demandons en Algérie. Il faut que les Algériens soient libres de choisir leurs dirigeants. Une réaction sur cette thématique-là, parce que j'aimerais vraiment qu'on termine peut-être
avec peut-être un message d'espoir, on verra. Et puis, qu'est-ce qui attend, comment se sortir à l'avenir, comment ne plus avoir à faire face à une telle crise? Quel est l'objectif à chaque fois, selon vous, des autorités politiques de scénariser comme ça? Est-ce que j'aimerais bien avoir votre avis précisément là-dessus? C'est quoi? C'est dissuader la population? Mettez dans votre tête, et il faut que les Algériens intellectualisent une réalité pour se dire il n'y a pas d'autorité ni politique, ni civile, en Algérie. Il y a une mafia armée qui s'est emparée d'un pays, de ses institutions, et qui est en train de faire ce qu'elle fait. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de transparence, tout est opaque. C'est une bande d'hyènes, des vieillards hirsutes, des bandits, des prédateurs qui sont en train de s'entretuer. Il n'y a pas de solution avec ces gens-là. Si vous pensez qu'ils vont changer, ils ne changeront jamais. L'ADN de ce régime est une ADN, c'est de l'ADN criminel. C'est tout. Si on veut un changement, il faudrait que les Algériens se mobilisent tous comme un seul homme, se solidarisent tous et reprennent leur destin en main. Restez avec nous. Jamais que ces gens-là décident de notre destinée. Sinon, c'est le mur et l'enfer qui nous attend. Et l'enfer a déjà commencé. Adel Djebal, restez avec nous. J'aimerais vraiment vous redonner la parole à tous les trois. La solidarité, ces quelques images prouvent par elles-mêmes que le peuple algérien est uni et il continue à garder le cap dans l'union et à essayer de s'en sortir de toutes ces crises et ces situations dramatiques. Cette fois-ci, c'était vraiment exceptionnel. Nous avons reçu énormément de dons, mais aussi beaucoup de volontaires, beaucoup de personnes qui nous contactent du matin au soir. On reçoit des appels tout le temps pour donner des dons, pour venir aider, pour demander quoi faire, parce que les gens sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. À des appels, plusieurs appels de plusieurs influenceurs qui nous disaient que voilà, vu que nous on est loin, on ne peut pas aider nos familles, on peut pas. Donc on essaye d'aider un petit peu comme on peut. Voilà, tous ces messages de solidarité et de remerciements aux jeunes, aux familles, aux mamans, aux papas et surtout aux autres wilayas. Il est 48, il nous reste 3-4 minutes à tous les trois, divisés hein, bien sûr. Donc vous avez chacun une minute 30, l'avenir, l'espoir. En quelques mots, que faut-il faire pour essayer dans les mois, les années à venir, ne plus vivre ces actions? C'est quoi? C'est la révolution qui revient? C'est l'union? Je voudrais intervenir sur deux points. Un point historique très rapide, c'est en 1980, il y avait 3 arabophones, 2 de Chlef et 1 de la Casbah. Je me souviens de 2 noms, un qui s'appelait Berdous de Chlef et un qui s'appelait Mohamed Rachdi de la Casbah. Ils étaient avec les Kabyles en 80 pour revendiquer la question de la reconnaissance du fait culturel et de la langue. Ils ont été arrêtés. Le juge à la Cour de sûreté de l'État de Médéa, il a dit ils ont été condamnés parce qu'ils étaient solidaires des Kabyles en 1980. Voilà. Donc un certain Berdous et un certain Mohamed Rachdi, j'ai oublié le troisième. C'est le point. Le deuxième point, c'est que franchement, l'heure est à la raison, l'heure est à l'apaisement. Abdelmajid Tebboune est arrivé dans des conditions que nous connaissons tous. L'armée a décidé que c'était lui, il est arrivé. Il serait bien inspiré de profiter de ce moment-là tragique, de dire tout simplement, aujourd'hui, peuple algérien, je suis entouré de gros problèmes. Il y a une mésentente entre les différents clans du régime. Moi, ce que je veux, c'est de l'aide du peuple algérien
et il annonce des mesures de compensation pour tous ces drames et des mesures politiques pour un changement, pour aller dans le sens du Hirak. Anis El Khama, n'oubliez pas Adel Djebal qui va terminer, s'il vous plaît. Oui. Je dirais que tout le déni de l'identité amazigh, etc., de cette identité-là, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Heresh, est du fait du régime politique et non pas du peuple. Le peuple n'a jamais accédé de manière démocratique. Donc ce n'est pas les arabophones algériens qui ont empêché les berbérophones de jouir pleinement de leur culture, c'est le régime politique, il est important de le rappeler. Et preuve en est, les arabophones d'Algérie sont partis en un seul homme, aller aider leurs frères kabyles parce qu'ils font partie du même peuple qui s'exprime avec deux langues différentes. Adel Djebal, pareil, une toute petite minute sur un message d'espoir, peut-être. Le message d'espoir, c'est qu'il faut que le peuple prenne sa destinée en main. Une fois que nous aurons débarrassé ce régime-là, il est très facile de régler ce problème identitaire en Algérie. Moi, je dis au Canada, le Canada, c'est plusieurs peuples, plusieurs nations. On a une charte des droits et des libertés qui est basée sur les minorités, qui préserve et qui garantit la liberté des minorités. Quelle que soit la minorité, elle est protégée par la Constitution canadienne. Et donc, ce n'est pas difficile de faire cela en Algérie. Maintenant, pour revenir à cette question de manipulation, d'arabophones, etc. Moi, je vous dis, il n'y a pas de problème entre les Algériens. Il y a des ABS, il y a des KDS, il y a le DRS. C'est ça la gangrène de l'Algérie. Le jour où on mettra un terme à l'existence de ces entités parasitaires, toxiques et infâmes, à ce moment-là, l'Algérie pourra renaître et la Kabylie et toute l'Algérie renaîtra avec ces milliards d'arbres que nous planterons un jour pour verdir ce pays-là. Pour verdir toute cette belle région, notamment de Kabylie, énormément, qui est partie en fumée. On va juste rapidement remettre l'affiche de la marche de dimanche prochain. Voilà, c'est à Paris, mais on a largement le temps toute cette semaine de vous en parler. Je vais en profiter en même temps pour remercier donc Hassan Heresh, analyste politique, docteur en sciences politiques, Anis El Khama, psychologue militant politique. Un clin d'œil à l'association Forsan El Khair. On n'a pas réussi à les joindre, mais on réessayera demain ou après-demain. L'association franco-kabyle de Champigny avec le travail énorme qu'ils font, et Adel Djebal, observateur politique. Algérie, dissuasion, diversion, c'était le titre de l'émission. Et terrorisme, vous l'avez compris. L'équipe technique en régime, merci infiniment. Et Nesrine Tourki de l'avoir préparé à mes côtés. Bonne soirée, les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Et à demain soir, même heure, pour un nouveau numéro de Microscope.